Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, merci d'avoir bien voulu associer l'autorité judiciaire, enfin un représentant de l'autorité judiciaire à vos travaux. Nous en sommes très, très, très heureux parce que c'est une question qui, en effet, nous concerne aussi. Et c'est un phénomène qui mérite qu'en effet, chacune des autorités, chacune des institutions, chacune à sa place, y contribue, tant il est vrai que personne, aucune institution, aucune autorité n'a en la matière la réponse unique, la réponse globale, qu'il s'agisse de prévenir, d'éduquer ou de dissuader. Tout ça est une œuvre évidemment commune. Alors, je voudrais simplement essayer de décliner avec vous ce que l'on fait, ce que l'on peut faire et ce que l'on fait sur le terrain. Bon, en prenant l'exemple de la cour d'appel de Versailles par hypothèse, qui est une cour d'appel qui couvre 4 départements, dont 3 de la région parisienne, les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, les Yvelines et l'Eure-et-Loir. Mais dans le fond, tout ça est assez reproductible sur le territoire français. Alors, on parle ici de quoi? On parle d'une politique pénale, d'un aspect de la politique pénale de lutte contre les violences aux personnes, qui est un ensemble en effet beaucoup plus important, qui consiste à lutter contre des violences le plus souvent aggravées par la loi ou par les circonstances. Et c'est de cela qu'il s'agit, et plus particulièrement concernant les professionnels de la santé, par hypothèse les chirurgiens dentistes. C'est une politique qui est empreinte de fermeté, elle est déclinée au plan national par le garde des Sceaux qui, dans une circulaire de politique pénale, la dernière date du 22 mai 2022, donne des instructions aux procureurs généraux pour qu'ils les relayent vers les procureurs pour que tout cela fasse l'objet d'une lutte tout à fait attentive, et je vais y revenir. Et encore une fois, tout ça est décliné sur le terrain par chacun des procureurs de la République sur le territoire. Alors, on parle en termes juridiques, mais c'est important, nous parlons de délit. On est en présence d'une catégorie juridique qui est une catégorie importante. Le spectre haut de l'ensemble des faits qui sont qualifiés par la loi pénale, les délits, c'est déjà la délinquance la plus grave. On n'est pas dans le domaine des crimes, heureusement, on l'est parfois, mais le plus souvent, il s'agit de délits aggravés. Les atteintes aux personnes, dans le code pénal, ça figure en tête des infractions. C'est le livre premier du Code pénal qui veut dire que ça vient bien avant la propriété, la protection de la propriété, la protection des biens ou même de certains intérêts fondamentaux de la nation. J'emploie ce terme de violence volontaire sous toutes ses formes, de délit, parce qu'encore une fois, c'est celui qui appartient au monde du droit, à la langue du droit, de la justice, quand on cherche à la faire mettre en œuvre. Et de ce point de vue-là, je réfute de la manière la plus absolue celui d'incivilité. Et je voudrais m'arrêter un instant sur ce point. Ce terme d'incivilité qui n'existe pas, qui est un terme de sociologie, dans ce que la sociologie produit parfois de moins intéressant et de plus subversif, hein, si on prend les choses depuis 40 ou 45 ans. C'est un terme qui a été inventé ou qui est revenu dans le discours public il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, pour commencer à décrire ce qui se passait dans les quartiers, dans les cités, et qui déjà étaient des violences assez graves contre les personnes et contre les biens. Et pour tenter d'atténuer le choc, la ministre parlait d'effroi tout à l'heure, que cela produisait sur les uns et les autres, eh bien on a trouvé ce mot d'incivilité pour finalement un peu habiller les choses et les rendre un peu plus supportables. De ce point de vue-là, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas parler d'incivilité parce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on parle de violences volontaires aggravées contre des professionnels de santé, contre leurs locaux professionnels, contre les personnels avec lesquels ils travaillent, eh bien, il ne s'agit pas d'incivilité. L'incivilité, c'est la petite dégradation légère, le tag sans message particulier, le tapage nocturne ou diurne dans un hall d'immeuble, peut-être, et encore, moi je laisse encore une fois à ceux qui veulent l'employer le droit de l'employer. Mais après, il ne faut pas que les mêmes viennent se plaindre qu'encore une fois, les réponses ne soient pas assez fermes, notamment de la police et de la justice. Je crois qu'à un moment donné, il faut choisir. Et mal nommer les choses ajoute au malheur du monde, disait Camus. Ici, encore une fois, on est en présence d'un phénomène délictuel de spectre haut,
de haut niveau, qui en effet va très très au-delà de votre profession, de vos professions. Mais encore une fois, si on attend des politiques publiques efficaces, préventives, répressives, encore une fois, il faut savoir de quoi on parle. Moi, en tant que magistrat, très clairement, je connais les contraventions, les délits, les crimes, les incivilités. Je ne sais pas ce que c'est. Ou je les renvoie à d'autres qui sûrement sauront les traiter, les prévenir, l'éducation. Enfin, ça fait longtemps qu'on parle de tout cela. On a déployé des moyens très très importants dans le cadre de la politique de la ville depuis très 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 longtemps, depuis très très, très nombreuses années. Voilà, je laisse à chacun le soin d'apprécier si tout cela a produit les résultats qu'aujourd'hui nous déplorons. Alors, ce préalable étant rappelé, pour bien situer les choses, deux axes pour essayer de dire ce que doit être, ce que peut être, ce qu'est, je l'espère, une politique pénale dynamique et aussi efficace que possible pour lutter contre des phénomènes de violence volontaire aggravée, avec plusieurs qualifications, mais violence volontaire aggravée concernant les professionnels de santé. En redisant, bien évidemment, qu'encore une fois, si la justice, même quand elle est sévère, ou si elle était vraiment sévère, il faut s'interroger aussi sur les limites de la justice, et les injonctions paradoxales que reçoit la justice aussi de la part de ceux qui déterminent et conduisent la politique du gouvernement. Les jours pairs, il faut être sévère, rigoureux. Les jours impairs, il faut réguler la population carcérale. Donc à un moment donné, il y a aussi des questions de choix politiques qui ne sont pas les miens, que je prends comme tels, mais ça situe bien les choses. Si en effet la dissuasion attendue de la justice était un fait connu, en effet, ça se saurait depuis longtemps. J'en suis entièrement d'accord. Quelqu'un même qui commet un crime, même le plus important, qui peut lui valoir la réclusion criminelle à perpétuité, n'anticipe absolument pas le fait qu'en effet, il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et que peut-être il fera au moins 10 ans de prison avant de bénéficier d'une libération conditionnelle. Donc il ne faut pas non plus trop attendre, même d'une réponse pénale ferme quand elle intervient. Et si elle intervient. Alors, deux axes, disais-je. Le premier axe, c'est la connaissance et la gestion de l'information en termes judiciaires. On ne peut agir efficacement que si l'on est véritablement saisi des faits qui vous concernent. On en a parlé. J'irai à l'essentiel. J'ai été frappé, moi, en préparant un peu cette intervention. J'ai un peu regardé ce qui se faisait chez moi, les procédures, les plaintes qui étaient reçues, traitées, les dossiers qui étaient signalés au parquet général, à la chancellerie. Et j'ai vu un très petit nombre de dossiers qui concernaient pour l'essentiel des masseurs-kinésithérapeutes, un médecin, mais pratiquement pas grand-chose pour, encore une fois, un ressort assez étendu de la région parisienne. Et voilà, ça rejoint ce qui a été dit précédemment, c'est ce qu'on appelle chez nous le chiffre noir ou chiffre obscur, c'est-à-dire la part de la délinquance qui n'est pas portée à la connaissance de la police et de la justice, pour les raisons qu'on comprend bien, la peur, le découragement. Ça fait partie, encore une fois, des phénomènes qu'on a vus malheureusement à l'œuvre pour toute forme de violence, les violences intrafamiliales, les violences sexuelles. Tout ça est en effet quelque chose de tout à fait déplorable. Alors, comment aller plus loin ? Déplorer le phénomène, c'est une chose, et essayer d'aller plus loin, c'en est une autre. Là aussi, j'ai un peu regardé ce qu'on pouvait faire et ce qu'on faisait. J'ai bien vu que chez moi, mais ça se fait dans tous les ressorts, il y a 37 cours d'appel, ça se fait sans doute partout, il y a des conventions, des protocoles déclinés au plan régional entre l'ARS, donc la santé, la sécurité et la justice, qui organisent le circuit de l'information, les plaintes, les dénonciations, les signalements et les retours d'informations, bien évidemment, de la justice vers les ordres, vers les professions, avec des engagements de fermeté. Ce sont des textes qui, pour l'essentiel, concernent l'hôpital et les personnels soignants qui travaillent à l'hôpital et qui, évidemment, méritent d'être protégés. Mais j'ai constaté que les praticiens libéraux, les soignants libéraux n'étaient pas compris dans ces textes, dans ces protocoles, dans cette dynamique. Je pense qu'il y a, de ce point de vue-là, des éléments, des axes de progrès dans un cadre, encore une fois, conventionnel, de protocoles qui permettent en effet de se connaître, parce que ça passe par ça, d'avoir des référents, notamment au sein de l'autorité judiciaire, d'expliquer un peu ce que l'on fait, de montrer un peu les limites de nos actions et d'essayer de progresser. Je pense que tout cela
est quelque chose d'important qui mérite d'être travaillé. Et ça peut, encore une fois, favoriser une meilleure articulation, une meilleure information. C'est comme ça qu'on dépassera ce chiffre noir. J'ai lu dans un rapport 30% des faits de violence divers effectivement objet de plainte. C'est important, mais c'est très très peu. La pré-plainte en ligne, ça fait partie des expérimentations qui, en effet, peuvent évoluer, mais ça, c'est au législateur d'aller plus loin. Ce n'est pas à moi de le dire. Il faut quand même être prudent avec la pré-plainte en ligne, parce qu'elle ne dispense pas ensuite, toujours, la plainte de suivre son cours, et qui est un cours un peu tumultueux parfois. Et il y a parfois des difficultés de cet ordre-là à régler. Alors ça, c'est le premier axe classique que je voulais aborder avec vous. Le deuxième axe, c'est l'axe de fond, le traitement pénal, la répression. La répression qui a une fonction de dissuasion, autant qu'on peut en espérer, bien entendu, et une fonction aussi de prévention, là aussi, avec toutes les limites que cela peut avoir. Alors, ce qu'il faut savoir déjà en la matière, c'est que des plaintes de ce type, bien évidemment, quand elles nous parviennent, ne sont pas classées, ne sont pas orientées vers des classements sans suite, ou avec des suites modérées. Aussi bien qu'un délit est un délit et pas une incivilité, eh bien, ce délit, les violences volontaires aggravées contre les personnels de santé, eh bien, sont poursuivis devant les juridictions pénales. Ils ne sont pas l'objet d'alternatives aux poursuites. En tout cas, je parle pour le ressort de la Cour d'appel de Versailles, qui est le mien. Les incivilités dont je parlais, eh bien, parfois on les traite. On confie le dossier à un délégué du procureur qui convoque celui qui a fait un tag, qui a fait du bruit, etc. etc. Il l'admoneste, retenez-moi où je fais un malheur, etc. Bon, très bien, c'est adapté. Ça n'est évidemment pas le circuit qui est utilisé s'agissant donc des diverses violences qui sont commises à vos détriments. On est dans le cadre ici d'une politique d'action publique qui repose sur la saisine, et je vais y revenir, des juridictions pénales en vue du prononcé et de l'exécution de sanctions extrêmement fermes. Alors les qualifications juridiques, les infractions, un mot, je ne vais pas les reprendre toutes, on peut en effet vouloir les améliorer de deux manières. Ça, c'est tout à fait possible, c'est au législateur qu'il appartient de le dire, et certainement pas à un magistrat. On peut vouloir étendre le champ de la protection dans l'espace, et on peut vouloir aussi alourdir les sanctions prévues par la loi. On peut même, ça a été l'objet d'une proposition de loi, imaginer un retour des peines planchers qui, vous le savez, donc, ont été en vigueur pendant 5 ans dans notre pays, entre 2007 et 2012. C'est une question de haute opportunité politique qui n'est pas de mon ressort. Bon. Je dirais que, pour ce qui me concerne, et après avoir un peu regardé les chiffres, on est aujourd'hui tellement en deçà des maxima prévus par la loi en termes de peine d'emprisonnement. 3 ans, 5 ans, 7 ans, pour prendre les seuils les plus proches. On est tellement en deçà dans le prononcé et dans l'exécution que tout ça a une valeur symbolique évidente. La loi exprime aussi des valeurs, et ça a un sens, mais en termes pratiques, je crois qu'il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions. Et depuis très longtemps, le législateur a rehaussé le niveau de la répression pour protéger les personnes dépositaires de l'autorité publique, les policiers, les gendarmes, les fonctionnaires pénitentiaires, les professeurs, toute une série de professions qui méritent d'être protégées. Pour autant, ça n'a pas fondamentalement changé les choses en termes de niveau, d'intensité de la répression et surtout d'exécution. Je crois qu'en effet, appliquons mieux les textes actuels et ce sera déjà pas mal, me semble-t-il. Mais enfin, ça n'est pas de mon ressort. Alors, la couverture légale, finalement, des phénomènes que vous déplorez, moi, ce que je constate, c'est qu'elle couvre à la fois le champ des violences physiques, ce qu'on appelle les violences volontaires aggravées par la qualité de la victime, professionnels de santé, personnes chargées de missions de service public, et des violences verbales qui sont des violences. Et j'y insiste, ce sont des violences. Les outrages, les menaces de mort, ce sont des actes de violence qu'il faut appeler comme tels. Ça appartient à ce registre-là. Et on ne sait que trop nombre de victimes de menaces ou d'outrages sont par la suite l'objet de violences d'ordre physique. Ça commence comme ça.
Il m'arrive de requérir devant les cours d'assises de mon ressort, et on voit aussi des homicides. Je ne le souhaite évidemment pas, mais enfin, c'est un phénomène criminologique que l'on retrouve, qui a été précédé d'actes qu'on a sans cesse banalisés ou appelés d'un autre nom, les menaces, les outrages. Tout ça, ça appartient au registre des violences à la personne. Alors, il y a une problématique, effectivement, qui est importante, qui est de savoir si on doit étendre la circonstance aggravante qui existe déjà pour les menaces de mort à tous les professionnels de santé, qui existent pour tous les professionnels de santé, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, incluant les personnes, le domicile. Faut-il l'étendre, en effet, donc, aux outrages, aux menaces, aux violences volontaires? Ça, c'est une question importante qu'il faut peut-être régler dans ce sens-là. Il y a effectivement une incohérence législative. Si on l'a fait pour une infraction, pourquoi ne pas le faire pour les autres? Après tout, moi, j'ai rien à en dire et je trouve ça de bonne loi. À droit constant, aujourd'hui, le juge a l'obligation déjà, quand il requiert, s'agissant d'un procureur, ce qui est mon cas, ou d'un juge quand il juge, de tenir compte des circonstances précises de l'infraction, c'est-à-dire d'intégrer dans son raisonnement que la victime est un médecin, un chirurgien dentiste, un masseur kinésithérapeute, une sage-femme, etc., etc. Ce qui veut dire qu'on peut déjà, à droit constant, expliquer et motiver dans une décision, dans des réquisitions, que la victime n'est pas une victime, je dirais, ordinaire. Il n'y a pas de victime ordinaire, mais il y a des victimes plus vulnérables, et qu'ainsi, il faut que la peine soit plus importante pour cette raison-là. Et ainsi, on peut espérer progresser vers les plafonds légaux dont je parlais tout à l'heure, qu'on est loin d'atteindre. Donc, encore une fois, moi, je comprends tout l'intérêt qu'il y a à étendre, en effet, cette circonstance aggravante. Il faut sans doute le faire pour des raisons d'affichage, mais de bonne loi, hein, pour démontrer, encore une fois, la considération que la nation, la société doit à ses personnels de santé, ses professionnels de la santé. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus, là aussi, surestimer l'impact que ça peut avoir, parce on doit déjà arriver à cet objectif à droit constant. Tout ça n'est pas rédhibitoire. Alors, la procédure, quelle peine? Je vous le disais, là aussi en me fondant sur mon expérience présente et passée, des violences contre des professionnels de la santé, ça doit faire l'objet de ce qu'on appelle, nous, les procédures rapides. C'est-à-dire qu'une personne qui, encore une fois, est entendue sous le régime de la garde à vue pour ces faits-là, faits de cette nature-là, et la garde à vue s'impose. Vous savez qu'il existe l'audition libre, mais la garde à vue s'impose pour des faits de cette nature, eh bien, doit absolument faire l'objet d'une réponse rapide. Et la première réponse rapide, c'est le déferment. C'est-à-dire qu'en sortie de garde à vue, la personne est présentée au procureur de la République pour se voir notifier une comparution dont je vais parler devant une juridiction correctionnelle. On ne sort pas d'un commissariat de police, on ne devrait pas, en tout cas, en sortir pour des faits de menaces, d'outrage et a fortiori de violence, avec une convocation. J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir vous présenter, si vous êtes disponible, cher monsieur, chère madame, à l'audience du tribunal correctionnel, à la date où vous aurez autre chose à faire, par hypothèse, le Covid ou toute autre affection saisonnière qui vous permettra de ne pas être jugé ou de ne pas l'être en votre présence. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Le déferment, ce n'est pas une sanction en soi, c'est le signe que la société réagit immédiatement, fermement. On est présenté et on attend entre deux policiers, deux gendarmes, avec des personnes qui ont commis eux aussi des violences graves sur la voie publique, à domicile. C'est rude, mais en même temps, ça marque les choses. Voilà comment les choses doivent se passer. Ça, c'est la forme. Sur le fond, bien évidemment, après, l'objectif, c'est de comparaître rapidement. Bon, c'est la comparution immédiate qui, donc, est la forme la plus rapide, la plus immédiate, comme son nom l'indique, de comparution devant un tribunal. Il existe aussi la comparution sur procès verbal, qui est une comparution avec un placement sous contrôle judiciaire ou placement en détention provisoire dans l'attente d'une comparution entre 15 jours et 6 semaines. C'est aussi une possibilité, mais ce sont les deux modalités qui sont recherchées et qui doivent l'être sans aucune forme d'alternative, bien évidemment. Avec, en effet, dans les réquisitions, alors chaque dossier est différent, je ne peux pas donner de réponse unique, mais il est évident que la peine d'emprisonnement ferme est, dans son principe,
la peine de référence. Moi, je l'assume totalement. Les violences aux personnes, de façon générale, c'est l'emprisonnement ferme, qu'on soit primo-délinquant ou récidiviste a fortiori. Je crois qu'il y a d'autant moins d'hésitation à avoir qu'une peine d'emprisonnement ferme aujourd'hui est une peine d'emprisonnement ferme qui n'a de ferme que le nom, en première intention, puisque toutes les peines de moins d'une année d'emprisonnement ferme jusqu'à 1 an, ce qui est quand même déjà considérable, sont aménageables de plein droit. C'est la loi qui le prévoit, moi j'applique la loi, si le condamné présente des garanties d'insertion. Donc on peut faire une peine d'emprisonnement ferme en forme de semi-liberté, de placement sous surveillance électronique, etc., etc. Donc, encore une fois, il faut d'autant plus assumer cette peine d'emprisonnement ferme qui est tellement décriée pour X raisons qui sont parfois bonnes et d'autres moins, mais qui inhibent peut-être un petit peu ou qui font encourir la critique. Il faut l'envisager parce qu'elle pourra être aménagée malgré tout et qu'ainsi on n'est pas dans le ressort de l'absence d'humanité. Je crois que c'est véritablement de ça qu'il s'agit. Ça suppose de la constance, ça suppose de la cohérence, ça suppose du temps. Une politique pénale, ça se construit, ça se bâtit dans le temps, ça s'évalue, d'où l'intérêt des partenariats. Il faut qu'on soit en capacité, vous et nous, de dire, ben oui, ça a été bien fait, pas bien fait, et pour quelles raisons. Il faut le faire, je dirais, ensemble. Et ça, c'est encore une fois l'intérêt de ces politiques partenariales qui étaient évoquées avant moi. Et c'est comme ça que l'on peut envisager donc de progresser. Moi, c'est un peu comme ça que je voudrais conclure. Je crois qu'il faut maintenant que ces questions, on puisse les approfondir de manière opérationnelle sur le terrain, ressort par ressort. C'est fait pour un certain nombre d'entre eux. Les ordres ont un rôle très important, en effet, pour alerter, solliciter leur procureur de la République, évoquer telle ou telle problématique locale qui serait plus importante, ça ou là, informer, se former mutuellement. En effet, je crois que c'est important. Je crois qu'il n'y a aucune réticence de la part de l'autorité judiciaire. Il y a parfois un manque d'information, le fait d'être débordé. Il y a beaucoup de sujets prioritaires parce que la délinquance est à un niveau très très important. Là aussi, on décrit une partie d'un phénomène global, bien entendu, hein, qui, encore une fois, n'est pas une fatalité. Donc je pense que, voilà, par l'information, la communication, je crois que nous, on ne peut en être que plus efficace que déchéant. Voilà.